Okay, good. So I admit people, hein? Yeah. Bonjour, chers collègues, bienvenue. On attend encore peut-être 1 ou 2 minutes. Il y a encore d'autres collègues là qui sont en train de nous rejoindre. Et puis on démarre dans 2 petites minutes, hein. Ok, sans souci. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer, hein. On a à peu près 15-16 personnes là qui sont en ligne. Je vois qu'il y a certains collègues qui vont encore nous rejoindre, mais on peut, je pense, démarrer. Donc merci, hein, et bienvenue dans ce webinaire sur les normes environnementales et sociales liées au programme des mini-réseaux en Afrique, donc Africa Mini-Grids Programme en anglais. Donc cette session, elle est vraiment très importante puisque le sujet des normes environnementales et sociales est vraiment clé et critique pour tous les projets de l'AMP. Comme vous le savez, étant des projets dirigés et mis en œuvre par le PNUD, ces projets doivent être aux normes non seulement évidemment des réglementations et des règles nationales sur le sujet, mais aussi elles doivent aussi répondre aux normes du PNUD. Et donc c'est pour ça que c'est très important que vous, en matière de soit que vous soyez chef de projet de ces projets au niveau national, ou alors que vous soyez expert en appui à ces projets, c'est très important que vous ayez une très très bonne compréhension de ces normes et de ce qui est demandé pour que vraiment les projets se déroulent au mieux et qu'on ne se retrouve pas après, pendant la phase de mise en œuvre, à avoir des défis liés au respect de ces normes. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour de déjà ce qui a été fait pendant la phase de formulation des projets en termes en fait de diagnostic et d'identification des risques sociaux et environnementaux liés à ces projets. Donc il y a un certain nombre de choses qui a déjà été fait, comme dit, en phase de formulation pour guider après la mise en œuvre. Et ensuite, on va voir aussi, donc, ce qui est très important, ce que vous, maintenant, au niveau de la mise en œuvre des projets, vous devez faire pour pouvoir vraiment faire en sorte que tout ce qui doit être fait soit effectivement complété et fait comme il se doit, en fonction des différents processus qui ont été mis en place au niveau du PNUD. Donc, on a ici donc les collègues typiquement des projets francophones de l'AMP. Hier, on a eu une session similaire, donc anglophone.
Et aujourd'hui, on a avec nous comme formateur donc, de la session française Bougadare Kone, qui est là et puis qui va pouvoir se présenter dans un instant. Et on a aussi Lama Bachour, qui est la consultante, l'experte internationale qui travaille pour l'AMP, pour nous, au niveau donc, du projet régional. Et donc qui a un certain nombre de tâches, qui va justement de l'appui à ce genre de formation, à aussi la revue des documents que les projets nationaux développent, les études d'impact et les plans de gestion et autres. On va en parler dans un instant. Donc, on vous encourage pour cette session à ce que ce soit très interactif. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est le bon moment. Comme dit, on ne va pas rester trop dans la théorie. L'idée, c'est vraiment de voir comment appliquer ces normes au niveau concrètement des projets nationaux de l'AMP. Donc, on espère que ce sera très interactif. Et puis, on aura vraiment des moments, des pauses pour pouvoir poser les questions et puis pouvoir y répondre. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Bougadare pour qu'il puisse s'introduire et puis démarrer la formation. D'accord. Merci bien, Christelle, pour cette introduction et merci à tous les participants qui ont pris un peu de leur temps pour être présents ici. C'est un réel plaisir pour vous de partager ce moment avec vous. C'est un réel plaisir pour moi. Christelle l'a dit, nous sommes dans une communauté de pratique. Et dans la communauté de pratique, l'essentiel, c'est que nous puissions apprendre des uns et des autres. Et comme vous le saviez, en matière de sauvegarde, les expériences sont souvent plus importantes que la théorie. C'est pour ça, depuis la préparation, nous avons voulu mettre un accent particulier sur l'aspect interactif, l'aspect participatif de cette formation. Moi, je suis Bougada Kone, je travaille avec le PNUD au quartier général en Griffe pour apporter le soutien à ce qu'on appelle Oversight, un peu une sorte de revue que nous faisons pour l'ensemble des projets, notamment mon focus c'est sur l'Afrique francophone. Donc voilà, donc je suis là aujourd'hui pour que nous puissions, je vais dire, nous entretenir sur le cadre de gestion environnementale et sociale des AMP, et aussi que nous puissions échanger sur le contenu de cette formation dont je vais demander à Christelle de présenter les différents diapos. Ok, très bien. Attendez, je vais projeter. Alors. Un instant. En attendant qu'elle puisse présenter, comme je le disais, j'aurais souhaité que nous puissions tous nous présenter parce que je suis convaincu que dans cette salle, la diversité des participants, leur expérience spécifique pourrait vraiment contribuer et la présentation des personnes ici peut faciliter cet aspect-là. Mais néanmoins, comme vous pouvez le constater, nous avions environ 19 participants. Donc, ça va être vraiment difficile que nous puissions tous nous présenter. Mais toutefois, comme l'a dit Christelle, le débat reste vraiment ouvert. Je vais introduire et peut-être que je vais, au cours de la présentation, donner la parole à certaines personnes. Déjà, de quoi il s'agit aujourd'hui? Aujourd'hui, il s'agit de présenter les exigences des normes environnementales et sociales du PNUD. Quand on parle des normes environnementales et sociales du PNUD, on parle également des normes qui incluent l'aspect de changement climatique et tous les huit normes qui sont vraiment prises en compte. Mais on va parler également des normes spécifiques à l'AMP, telles qu'elles sont décrites dans le cadre de gestion environnementale et sociale du projet qui a été préparé. On peut aller en arrière. Voilà. Merci. Donc, il s'agirait également de sensibiliser les différents participants sur les outils d'évaluation environnementale et sociale pertinents pour le projet. Vous saviez, pour gérer les risques, on développe les outils à cet effet. Il s'agirait également de clarifier et de détailler les rôles et les responsabilités des différentes entités impliquées. Vous saviez qu'il y a
un projet régional qui apporte beaucoup l'appui institutionnel, mais aussi les aspects des capacités, renforcer de la capacitation, du renforcement des capacités. Et on a également les projets au niveau national. Quelle est la synergie et les implications qui sont partagées entre les différents projets pour pouvoir, en tout cas, atteindre les objectifs du projet? Alors, il s'agirait également de clarifier le soutien que nous pouvons apporter en matière de normes environnementales et sociales, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, mais plus spécifiquement le rôle du niveau régional, le soutien que le niveau régional peut apporter au niveau national. On peut y aller. Alors, cette formation va mettre l'accent sur 7 points. Le premier, c'est les normes au niveau environnemental et social du PNUD. Le deuxième, c'est la procédure de diagnostic environnemental et social et les risques environnementaux qui sont identifiés lors de la conception des projets. Le troisième point, c'est l'objectif et le contenu même du cadre de gestion environnementale et sociale qui a été préparé. Et le troisième, c'est la procédure de sélection, l'évaluation, la gestion de tout ce qui est mini-réseau pilote pendant la mise en œuvre du projet. Et on va parler également des aspects transversaux qui incluent notamment l'engagement des parties prenantes, la diffusion de l'information et les mécanismes de gestion des doléances que d'aucuns appellent également les mécanismes de gestion des griefs. Et on va terminer par les rôles et responsabilités avant d'aborder la question réponse. On peut y avancer. Alors, avant de rentrer dans les normes, avant de rentrer dans... On peut y aller en arrière, s'il te plaît, Christelle. Voilà. Avant de rentrer dans les normes au niveau environnemental et social, et puisque vous l'aviez su et vous l'aviez vu dans la présentation, on met l'accent sur le cadre de gestion environnementale et sociale. J'aimerais bien s'il y a un participant ici qui puisse nous dire qu'est-ce que le cadre de gestion environnementale et sociale, pourquoi cet outil spécifique a été préparé, pourquoi pas un autre outil, et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans le cadre de l'AEM pour qu'on soit déjà au même niveau d'information déjà pendant l'introduction. Sentez-vous libre de prendre la parole, sinon levez la main et je vais vous donner la parole. Y a-t-il des participants ici qui souhaiteraient, parce que comme je le dis, c'est un échange d'expériences que nous allions faire et c'est important de voir déjà qu'est-ce que vous comprenez par tout ce que nous sommes en train de faire, de telle sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, s'enrichir mutuellement. Oui, je peux. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous et profitez de l'occasion. C'est Dia Ousmane du bureau du PNUD de Mauritanie, chargé du programme environnement, changement climatique. Voilà. Pour moi, je pense que le cadre de gestion environnementale et sociale est un outil ou un instrument, en tout cas, de planification dont l'objectif, c'est d'aider à éviter, atténuer ou corriger les impacts potentiels négatifs d'un projet, un programme, voilà, sur l'environnement, mais également dans le respect des législations, en tout cas nationales, environnementales en vigueur, et en lien étroit aussi, sans les dissocier, avec les exigences du bailleur de fonds, du programme ou du projet. En fait, si je peux résumer. Ah, d'accord. Monsieur Diallo, vraiment merci pour cette clarification. Pour moi, c'est suffisamment clair. Vous aviez parlé d'abord d'outils. Effectivement, il s'agit d'un outil, mais un outil d'aide à la décision. Vous saviez, lorsqu'on prépare un projet, on prépare les études de faisabilité. Alors, le cadre de gestion environnementale et sociale est une sorte, on va dire, d'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité a pour rôle d'aider à la décision, d'aider à une meilleure compréhension et de donner des orientations
par rapport à comment on gère les risques, comment on identifie les risques et comment on va gérer ces différents risques. Alors, on pourrait se dire pourquoi on a préparé un cadre de gestion environnementale et sociale, pourquoi pas un plan de gestion environnementale et sociale. Vous saviez, le projet intervient dans plusieurs pays et il intervient sur plusieurs sites différents. Et au moment de l'élaboration du projet, on n'avait pas toutes les informations suffisamment détaillées, que ce soit sur les sites, que ce soit sur le contenu, parce que c'est une approche évolutive qui s'adapte au contexte de chaque pays. Alors, on a préféré adopter l'approche cadre. L'approche cadre veut dire qu'on reste les champs ouverts de telle sorte qu'on donne les outils aux gens lorsqu'ils auront affaire à une situation, qu'ils sachent comment gérer cette situation. Lorsqu'ils ont affaire à la fois aux normes du PNUD et aux normes du pays, et que souvent il y a des contradictions, comment on gère toutes ces contradictions? C'est pour ça que vous verrez également dans cette approche cadre-là, par moment, on dit quelles normes s'appliquent. Parce que lorsque vous prenez le pays n'a pas la même régulation que le PNUD, alors on fait une sorte d'analyse comparative pour voir quelles sont les exigences les plus pertinentes à mettre en œuvre et à considérer. Si vous voulez, c'est pour vraiment vous doter d'outils d'aide à la décision, mais pour vous donner les grandes lignes d'orientation de comment on gère tout cela. Et donc, c'est de cela qu'il s'agira aujourd'hui. Et pour y arriver, on va parler des normes au niveau environnemental et social du PNUD. On peut y avancer. Alors, l'objectif des normes au niveau environnemental et social, de quoi s'agit-il? Je vais encore donner la possibilité à un participant, mais surtout de mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'hiérarchie des mesures d'atténuation. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui connaît déjà cette approche d'atténuation des risques. Est-ce qu'on a un volontaire? On a un volontaire désigné ici qui pourrait ajouter quelque chose à ce que M. Diallo vient de dire tout à l'heure par rapport à l'hiérarchie des mesures d'atténuation? D'accord. OK, je vais me permettre moi-même d'aborder alors la question, mais je ne vais pas aller trop sur les objectifs. Vous saviez, tout comme en physique, tout comme en mathématiques, il y a des approches pour gérer les risques. Et ce sont des principes qu'on adopte de telle sorte qu'on s'assure, avec cette méthode-là, d'avoir le plus de gains en matière de gestion des risques. Alors, c'est ce qu'on appelle l'hiérarchie des mesures d'atténuation. Qu'est-ce que l'hiérarchie des mesures d'atténuation dit? Aussi paradoxal que cela ne soit, l'hiérarchie dit que la première des choses, c'est d'éviter un risque, lorsqu'on veut gérer un risque. Hein? Comme on le dit souvent, il y a de façon, on va dire, avec un peu de comédie, très souvent la fuite peut être une stratégie aussi très efficace. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord anticiper. Parce que anticiper veut dire essayer de comprendre que peut être le risque si on applique cette activité et de regarder, OK, la première des choses, c'est d'éviter. Si on ne peut pas éviter, on va minimiser ou on va réduire. Après avoir minimisé et réduit, il va encore rester des risques. Alors, on apporte des solutions pour atténuer, c'est-à-dire diminuer la magnitude, l'impact de ces risques-là. Et lorsqu'on le fait, il y a toujours souvent ce qu'on appelle des risques résiduels. Et ces risques résiduels-là, s'il s'agit par exemple au niveau de l'environnement, on peut, ce qu'on appelle le offset, c'est-à-dire que trouver des moyens à rétablir de telle sorte qu'on compense, mais par exemple par des programmes, par exemple, de reboisement, mais aussi on peut compenser s'il s'agit par exemple au niveau des humains, s'il s'agit par exemple des programmes de réinstallation, on va donner des compensations aux personnes pour que ces personnes puissent se réinstaller dans d'autres zones. Donc, pourquoi on fait tout cela? Parce qu'on s'est dit qu'on vient développer en tant que programme de développement qui est censé apporter la lumière, qui est censé apporter l'électricité pour renforcer les bénéfices au niveau économique et social, il ne s'agit pas de le faire au détriment d'autres personnes. Donc, voilà pourquoi on va compenser des personnes qui peuvent être encore à risque après que nous ayons mis en œuvre notre programme. Donc,
en finalité, la finalité des normes, c'est de renforcer la qualité du programme. Vous allez le voir, il y a les principes directeurs qui existent, de maximiser les opportunités et les avantages sociaux et environnementaux, d'éviter, M. Diallo l'a si bien dit, les incidences négatives sur les personnes et l'environnement, de minimiser, d'atténuer et de gérer les incidences négatives, mais aussi de renforcer la capacité des partenaires, comme ce que nous sommes en train de faire actuellement, et on le sait très bien, un programme ne peut réussir sans l'engagement des personnes impliquées, les personnes, ce qu'on appelle les parties prenantes, y compris par le biais des mécanismes de gestion des plaintes. On peut avancer. Alors, ça, c'est, on va dire, l'architecture des normes au niveau environnemental et social. Alors, quand on parle de normes au niveau environnemental et social, il faut comprendre, c'est souvent un diminutif pour dire qu'on parle de l'architecture totale. Et dans cette architecture, il y a trois grandes parties. La première partie, ce sont les principes de programmation. C'est quoi les principes de programmation? Ce sont des principes qui mettent l'accent sur le fait que lorsqu'on gère un projet, il ne s'agit plus comme il était dans on va dire dans les anciennes écoles, de gérer seulement les risques. Les projets sont aussi des opportunités d'accroître les questions des droits des personnes, d'accroître la durabilité et d'accroître la responsabilité. Voilà pourquoi on parle de principes de programmation. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on adopte les principes, déjà, en préparant le projet, on essaie déjà par cette attitude d'accroître, on va dire, les outcomes, les résultats au niveau environnemental, au niveau social, au niveau du genre, au niveau du droit par rapport à notre projet. Alors, maintenant, la partie B qui met l'accent sur les normes va essayer de voir quels sont, on va dire, les grands chapitres des risques qui sont classés ici en 8 normes et quelles sont les normes qui s'appliquent. Et en fait, on a les exigences du système qui permet d'assurer le contrôle qualité, qui permet de savoir qu'il y a un processus de diagnostic, l'évaluation des risques, les mécanismes de gestion des risques, les mécanismes de participation des parties prenantes, les questions d'accès à l'information, les questions de suivi, d'établissement des rapports et de conformité. Cette partie-là, le PNUD joue un grand rôle dans cette partie. Évidemment, ça se fait conjointement avec le partenaire qui est dans la mise en œuvre, mais c'est au PNUD d'assurer, en tout cas, que l'ensemble de l'assurance qualité et en tout cas les différentes parties, les différentes exigences du système sont respectées. Donc, voilà un peu l'architecture que nous avions par rapport aux éléments clés des normes environnementaux et sociaux. On peut y avancer, on peut y aller. Alors, comment on applique les normes? Est-ce que quelqu'un peut me donner sa compréhension de façon générale? Parce que souvent, quand on présente les figures comme ça, on peut avoir du mal à les placer dans le contexte de la réalité. Est-ce que j'ai un volontaire qui peut me parler dès la phase de la conception du projet jusqu'à la phase de mise en œuvre? Qu'est-ce qui est fait? Alors, si vous voulez, prenons un exemple très concret. Vous êtes en train de mettre en œuvre un projet de développement. Oui, allez-y, il y a quelqu'un qui veut parler. Oui, bon, je peux donner un exemple peut-être concret, en fait un exemple qui peut peut-être ne pas répondre totalement à votre question. J'ai vu par exemple un projet au niveau de la Mauritanie, un programme que la Banque mondiale voudrait financer. Alors, juste après l'émission d'identification, lorsqu'il y a eu le développement de la concept note avec les différentes composantes, parce qu'au niveau de la Banque mondiale, c'est exigé que les documents de cadre de gestion environnementale et sociale soient élaborés bien avant parce que ça doit être soumis, je pense, au conseil d'administration. Alors, comment ça se passe? Généralement, ils recrutent des experts et les gens vont voir en fonction des composantes, en fonction de la législation, d'abord la catégorisation du projet.
et par rapport à la législation de la Mauritanie et par rapport à la Banque mondiale. Au niveau de la Mauritanie, le code. Monsieur Ousmane, je ne sais pas si c'est votre connexion ou bien c'est le micro qui est fermé. On ne vous entend pas actuellement. Si vous nous entendiez, vous devriez avoir un petit souci. Il y a des problèmes avec ma machine. Ah, d'accord. Non, on vous attend très bien. J'ai eu des problèmes avec ma machine. Je suis sur une autre machine d'un collègue. Désolé, on vous suit. Voilà. Alors, le projet a été catégorisé. Selon la législation mauritanienne, il peut être catégorisé soit en A ou B et C. Alors, en fonction de la catégorie, il y a un type d'étude d'impact. En fait, il y a un type de document qu'on produit en termes de normes environnementales. Selon également la catégorisation de la Banque mondiale, il y a la classification du type de projet. Donc, une fois la catégorie déterminée, si par exemple c'est A, on dit que c'est un projet à très fort impact sur l'environnement et sur l'homme. Alors, on doit nécessairement élaborer ces documents de planification qui peuvent être le cadre de gestion environnementale et sociale, mais également d'autres documents, comme par exemple un document du cadre pour la réinstallation des populations, ce qui règle un peu le problème de compensation dont vous parliez. Mais également, quand le projet, qui était un projet agricole, il y a eu l'élaboration d'un troisième document, c'était un document de gestion des pestes et pesticides parce qu'il s'agit d'un projet agricole, donc d'irrigation et tout ça, il y a l'utilisation des produits phyto qui impactent négativement sur la santé. Alors, il y a eu ces trois documents qui ont été élaborés, le cadre de gestion environnementale et sociale, qui identifie un peu les impacts potentiels, etc. Et puis le document de cadre de réinstallation des populations, si jamais le projet va nécessiter le déplacement, le déménagement des populations pour une utilisation peut-être du site où ils étaient. Et puis le troisième document, c'est le cadre de gestion des pestes et pesticides. Mais ceci aussi se fait sous la tutelle en collaboration et supervision par une direction du ministère de l'Environnement et c'est la direction de l'évaluation et du contrôle environnemental. C'est eux qui gèrent tout ce qui est aspect screening, etc. Voilà, et puis généralement, bon, pour résumer un peu, voilà, quand tous ces documents sont élaborés et validés, j'ai vu qu'au niveau du projet, ils ont recruté un spécialiste qui prend en charge le suivi et l'application un peu, qui veille au suivi et évaluation de l'application de l'ensemble des documents pour que le projet puisse respecter un peu l'ensemble des exigences inscrites bon, de manière très ramassée un peu, je ne sais pas si. Ah, c'est M. Ousmane, c'est ça? Oui, Ousmane. De quel pays? Mauritanie. Voilà, c'est un exemple excellent, M. Ousmane. C'est un exemple excellent. Vous aviez parlé d'abord de la catégorisation du projet. Vous avez parlé des instruments qui doivent être préparés. Vous aviez parlé des normes. Et pour arriver à cela, il y a une démarche scientifique. Et cette démarche scientifique, cette démarche professionnelle, c'est ce qu'on appelle le criblage. Le criblage, on l'appelle également le diagnostic environnemental et social. Tout ce que vous avez abordé ici, ce sont les résultats du diagnostic environnemental et social. Tout comme quand vous êtes malade, vous partez chez le généraliste va vous dire, allez voir un pneumologue, aller voir je sais pas, un psychologue. Mais avant d'aller dans la profondeur des normes, vous êtes sur un généraliste qui va vous observer de façon générale. C'est tout ça, le diagnostic environnemental et social. C'est cet outil-là qui existe et qui a permis, en tout cas lors de l'élaboration du projet, de dire qu'il s'agit d'un cadre de gestion environnementale et sociale. Mais toutefois, lors de la mise en œuvre encore des projets, lorsque vous allez préparer ce qu'on va dire les sous-projets ou les mini-réseaux par pays et dans des sites spécifiques, vous allez encore faire ce diagnostic environnemental et social. Alors, quel est le rôle de ce diagnostic? Le diagnostic, vous allez le voir, c'est une fiche. Il est fait de façon souvent binaire, oui ou non, et chaque oui ou non nous dit quels sont les types de risques que nous allions avoir, et à partir de là, de voir quels sont les impacts qui existent et de prendre
des mesures pour mitiger ces impacts-là. Alors, ça permet, par rapport au niveau des risques, de faire la catégorisation du risque environnemental et social. Le système que vous aviez donné A, B, C, c'est le système de la Mauritanie et c'est le système de beaucoup de pays africains. Mais il faut savoir que, par exemple, pour le PNUD, c'est un système à 4 niveaux, risque faible, risque moyen, risque substantiel et risque élevé. C'est le même système au niveau de la Banque mondiale et il faut faire également un ajustement pour savoir ce niveau de système correspond à quelle catégorisation au niveau des pays. Il y a certains instruments dont vous avez parlé, par exemple le cadre de gestion environnementale et sociale. Ce sont des instruments qui n'existent pas dans la législation nationale. Mais si vous vous rappelez, au début, on a bien dit, lorsqu'on comparatif, parce qu'il faut 2 systèmes parallèles. Les pays sont souverains, il faut respecter la législation au niveau national et les institutions internationales doivent se porter garant en matière de responsabilité pour assurer que leurs programmes, quand ils financent les programmes, n'ont pas d'impact à la fois négatif sur l'environnement et sur le social. Voilà pourquoi on prend en compte les deux, mais en mettant l'accent sur la norme la plus exigeante. Donc, ça permet également de déterminer les normes. Par exemple, vous avez parlé des pestes et pesticides. Les pestes et pesticides, ça fait partie des normes qui sont liées à la santé et la sécurité des communautés. Parce que lorsque vous faites l'agriculture, vous utilisez ces normes-là, vous utilisez les engrais, c'est bien, vous utilisez les pesticides, mais vous pouvez engendrer d'autres impacts sur la santé en matière de consommation, en matière de ceux qui manipulent les produits, en matière de même nutrition, puisque la qualité nutritionnelle n'est pas suffisamment importante. Donc, c'est pour résumer ici qu'en phase de conception, que ce soit la conception au niveau du projet, au niveau global, régional ou national, il faut toujours faire un screening, attribuer une catégorie et déterminer les normes qui sont pertinentes. Alors, on a décidé que dans le cadre de ce programme, puisqu'on n'a pas suffisamment de visibilité, on a décidé que toutes les normes peuvent s'appliquer. Alors, cela se traduit par le fait que toutes les normes sont pertinentes, mais lorsqu'on fait une évaluation, on mettra seulement l'accent sur les normes qui sont identifiées. Ça, c'est au niveau de la phase de conception. On évalue le risque, on donne une catégorisation au risque. La maladie est grave, très grave, pas grave. OK. La maladie est grave, très grave, pas grave. Après, on dit, écoutez, il faut mettre l'accent sur le cœur, il faut mettre l'accent sur la tête, c'est sur le pied. Ça, ce sont les normes. Maintenant, après ça, on dit, OK, pour la maladie du pied, voilà la prescription qu'il vous faut. Il faut faire ceci, cela. Ça, ce sont les outils que vous allez préparer. Voilà. Maintenant, on l'a fait. Ça, c'est au niveau de la conception. Mais il se trouve encore que pendant la mise en œuvre, vous avez organisé des ateliers de participation, vous avez rencontré d'autres personnes qui vous disent il faut qu'on change des sites, il faut qu'on apporte ça, il y a un projet qui a déjà travaillé, il faut créer la synergie. Voilà pourquoi la plupart du temps, on est ramené encore à faire le diagnostic ou le criblage lorsque on est encore au niveau de la phase, les premières phases de mise en œuvre du projet. On reconduit le même exercice et on regarde qu'est-ce qui a évolué et on adopte également notre stratégie, les normes, les outils qu'il faut préparer. Après ça, on fait l'évaluation. L'évaluation consiste à approfondir nos risques. Quand je dis qu'il y a un risque de pestes et pesticides, mais quels sont les pestes et pesticides? Est-ce qu'il s'agit des fongicides? Est-ce qu'il s'agit des nématodes? Est-ce qu'il s'agit des rongeurs? Tout ça, ce sont des exemples très pratiques. Si on revient, par exemple, dans le cadre, par exemple, des mini-réseaux, est-ce qu'il y a un risque, par exemple, d'acquisition de terres ou de réinstallation involontaire? Est-ce qu'on va faire une restriction d'accès? Est-ce qu'on va mettre les mini-réseaux dans les endroits où les communautés, par exemple, allaient faire des cueillettes et on les empêche dorénavant de faire les cueillettes? Est-ce qu'il y aura un déplacement économique parce que les personnes, c'était leur champ et qu'ils n'auront plus accès à ces champs-là? Est-ce que nous prévoyons des mesures pour les dédommager? Donc ça, c'est l'approfondissement des normes à travers les outils qui vont être préparés. Donc, tout ça, c'est l'évaluation. Et donc, l'évaluation permet de nous amener sur les plans d'action. Lorsque tu évalues, tu as des actions concrètes qu'il faut mettre. Donc, tu élabores des mesures de gestion qui te permettent, il faut mettre une équipe en place, il faut faire l'agriculture biologique, il faut dédommager les gens. Donc, ça, c'est la question de la gestion, y compris la mise en œuvre et le suivi. On peut avancer.
Alors, j'ai suffisamment parlé de l'approche du PDS, c'est-à-dire la procédure de diagnostic environnemental et social. C'est de cela que nous allons parler maintenant, très rapidement, pour vous montrer les outils qui existent par rapport à cela. On peut avancer. Comme je l'ai si bien dit, chaque projet d'abord a été examiné à la lumière du PDS. Et le PDS associe, en tout cas pour chaque projet, des risques et évalue, comme on l'a dit, le niveau de risque environnemental et social, mais très spécifique aux conditions de chaque pays. Voilà, le risque dans un désert n'est pas pareil que le risque dans une zone humide ou dans une forêt classée. Et on l'a dit, comme les sites et les types de mini-réseaux n'ont pas été identifiés lors de la préparation du projet, un processus spécifique a été élaboré. Et c'est de ce processus spécifique-là dont on a parlé, qu'il s'agit du cadre de gestion environnementale et sociale. Alors, vous aviez les liens sur les PDS, les diagnostics qui existent. Next. Alors, vous verrez que le cadre de gestion environnementale et sociale, lorsqu'on met, on l'a si bien dit, hein, souvent on se focalise simplement sur les aspects négatifs. On est d'accord, c'est important aussi pour les hommes. Il ne faut pas mettre l'accent que sur les défauts, que sur les risques, parce qu'on fait de très belles choses. Parce que si on oublie ces bonnes choses, les effets positifs que le projet amène, ce n'est pas aussi important en matière de résultats global. Voilà pourquoi dans l'analyse des risques, il ne s'agit pas que des risques négatifs, mais aussi des risques positifs. Parce que c'est pour cela d'ailleurs que le projet a été préparé. Alors, l'un des risques, c'est le développement économique global, notamment par l'amélioration du secteur de l'énergie. Actuellement, tous ceux qui vivent au Burkina le savent. C'est lorsqu'il y a la coupure d'énergie que tu juges la valeur de l'énergie. Sur la santé, on n'arrive pas à bien dormir. Sur l'éducation, on n'arrive pas à bien étudier. Sur le commerce, ceux qui ont des poissonneries n'arrivent plus. J'ai regardé par coïncidence un documentaire hier et les menuisiers n'arrivent plus à travailler, les soudeurs n'arrivent plus à travailler. Donc, on voit l'impact. Bon, malheureusement, très souvent, on oublie tous ces aspects. Il est bon de se rappeler. Et il est bon aussi de se rappeler de l'autonomisation des femmes. Voilà. Comment tous ces projets permettent de renforcer cette autonomisation, notamment économique, mais sociale aussi, des femmes. On l'a dit, ça crée une substitution des gaz à effet de serre parce que ça nous empêche, par exemple, de brûler le bois et ça nous empêche d'utiliser les combustibles fossiles et donc de mettre l'accent sur des combustibles beaucoup plus verts, notamment tout ce qui est solaire. Ça améliore la sécurité et la santé des communautés. Par exemple, on l'a dit, l'éclairage des centres de santé, les écoles et autres. Il y a la possibilité aussi de reproduire et de partager les bonnes expériences au niveau régional. Voilà. Parce que si la Mauritanie a une bonne pratique qu'elle partage avec le Mali, le Burkina ou le Congo, ça permet en tout cas d'améliorer les conditions dans ces pays. C'est aussi vrai pour les mauvaises pratiques. Si on a, par exemple, déguerpi des personnes et on vient installer les mini-réseaux sans préparer les plans d'action de réinstallation, sans les indemniser, c'est vrai que c'est mauvais, mais ça permet au Burkina, au Niger, d'éviter ces risques. Next. Alors, il y a la question aussi de la discrimination, la marginalisation des communautés vulnérables. Là, maintenant, je parle des risques négatifs parce qu'on craint que, est-ce que leur accessibilité par rapport à leur spécificité de groupe vulnérable, par rapport à l'incitation fiscale ou tarifaire peut leur permettre d'accéder à l'énergie, notamment solaire. C'est en cela que la prise en compte de leur spécificité, en leur donnant des meilleures conditions, en leur donnant des conditions beaucoup plus favorables à accéder, a été prise en compte et par rapport à l'évaluation de ces risques-là. Il y a aussi le risque de reproduire les discriminations existantes à l'encontre des femmes en les excluant de la prise de décision concernant les activités du projet. On le sait, les femmes, leurs voix ont toujours porté peu
en tout cas en ce qui concerne la majorité de nos pays. Donc ça, c'est un risque. Et donc, par le plan de mobilisation des parties prenantes, par les mécanismes de gestion des plaintes qui seront mis en œuvre, on va permettre en tout cas de donner la voix à ces femmes-là pour que leurs préoccupations soient prises en compte. Il y a aussi les dommages qui sont causés par la biodiversité, aux ressources naturelles, aux sites et au patrimoine culturel par l'exploitation des réseaux, notamment lorsqu'on vient pour les travaux, il y a un décapage des sites qui sont faits et donc ça peut causer des risques sur la biodiversité, sur les ressources naturelles, les excavations, on peut avoir des risques sur le patrimoine culturel si on ne prend pas en compte certains aspects. Alors, au niveau opérationnel, lorsque ces réseaux existent, il peut y avoir des risques d'électrocution. C'est vrai pour les hommes, mais aussi c'est vrai pour la faune. Next. Alors, il y a aussi les impacts liés aux événements climatiques et aux catastrophes. Alors, c'est en double sens. Par exemple, lorsqu'on a une inondation, lorsque les réseaux, les mini-réseaux ne sont pas installés dans des bonnes zones, si on les met dans des zones inondables, dans des bas-fonds, on peut poser déjà des risques par rapport à l'électrocution, mais aussi des risques que voilà, ça tombe en désuétude par rapport à là où elles sont installées. Il y a aussi les risques sur la communauté et la biodiversité en raison de la production des matières dangereuses. Vous savez, ce sont des batteries souvent qui sont installées pour accumuler. Et le cycle de vie de ces batteries-là peut porter préjudice à l'environnement. Voilà, ce sont des produits qu'il faut recycler et on sait qu'il y a très peu d'expertise dans le domaine et il y a le contenu également qui peut être très toxique. Il y a les risques pour la santé et la sécurité des communautés. Ça, j'ai parlé de ça. Pour la sécurité des communautés par rapport à l'afflux de personnes. Vous saviez très souvent, lorsque on délimite une zone très éloignée en milieu rural et qu'on apporte 100, 200 personnes parce qu'on a besoin des résultats, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut très rapidement donner quelques risques par rapport à ça. Je me retrouve, je ne sais pas, au Tchad, dans une zone très reculée. J'envoie 200 travailleurs. Qu'est-ce qu'on les risques que je peux avoir? Un volontaire. Sentez-vous libre, hein, c'est une sorte de brainstorming pour que bon, on puisse capter quelque chose de la formation. Un volontaire. Ce qui se passe généralement, écoutez, vous envoyez 200 jeunes. Il faut déjà la main-d'œuvre qualifiée est souvent très rare, que ce soit en quantité ou en qualité. Dans quoi, la question? Oui, allez-y. Non, la question. Oui, non, la question c'était quels sont les risques qu'on peut avoir par rapport à l'afflux de main-d'œuvre, l'afflux de personnes, par exemple, en installant plusieurs jeunes pour des travaux, des mini-réseaux. J'imagine, allons à 100 à 200 personnes qu'on installe subitement dans une zone rurale reculée. Quels peuvent être les risques? Il y a une main levée hein, de monsieur, je pense, Rasmani Gorgo. Je vous en prie, M. Rasmani, allez-y. Je peux? Oui, allez-y, je vous en prie. Ok, merci bien, merci à tous et surtout merci aux présentateurs, à tous ceux qui ont pu organiser quand même cette session-là, qui est très enrichissant. Merci beaucoup. Moi, je suis au Burkina Faso, je suis ingénieur du génie civil. Je travaille. Lève la main. Alors, lorsqu'on envoie un nombre important comme ça, 100, 200 personnes, voire 300 ou 400 personnes, dans une localité reculée pour exécuter des travaux, généralement, quelle que soit la nature des travaux, d'office, les risques sont, on peut avoir le risque à plusieurs niveaux. Sur la question de la santé, j'allais dire sexuelle, il y a des risques là-bas. Il y a le risque aussi que juste après le chantier, quelques mois après ou quelques temps après, on voit des filles
des enfants du quartier, des écolières et autres, ou bien des lycéennes qui se retrouvent, qui sont enceintes. Ça, c'est des cas qui sont constatés. On a aussi un risque aussi d'adaptation par rapport aux habitudes culturelles de la localité, où en fait, quand les gens viennent, ils viennent d'autres cultures, ils viennent d'autres sociétés, ils ne connaissent pas les habitudes, et quand ils arrivent, ils veulent marquer et puis se comporter comme ils se comportaient chez eux. Il y a toujours souvent beaucoup de chocs liés à ça. Ça fait que, bon, habituellement, moi, personnellement, lorsque des cas d'entreprise doivent amener du personnel comme ça, nous, on dit généralement, moi, j'ai l'habitude de dire aux responsables de l'entreprise la phrase suivante, je l'ai dit. Lorsque tu vas dans une localité et que tu constates que les gens marchent sur les têtes, il faut apprendre aussi à marcher sur ta tête. Voilà la phrase, comme un proverbe ou quoi qu'on a l'habitude, que j'ai l'habitude de dire aux entreprises, qui montre que lorsqu'on y va et qu'on voit que les gens, il faut observer le comportement des gens et puis échanger avec les gens pour comprendre comment ils vivent pour pouvoir s'adapter. Donc, c'est ce que je peux dire rapidement comme ça. À vous. Ah, excellent. Monsieur Corbeau, je ne pouvais pas dire mieux. Je ne pense pas qu'il ne savait pas qu'il y avait des Mossi aussi qui maîtrisaient mieux les choses comme ça. Vous avez affaire à un Samo, donc je me permets. Donc, d'accord. Donc, vous aviez. Voilà. Donc, je pense que vous aviez pointé du doigt effectivement la problématique très cruciale. Vous avez parlé au niveau social des aspects de violence basés sur les gens, les aspects de santé, les aspects de perturbation des cultures au niveau local. Donc, ce sont des points qui sont très, très importants. Vous envoyez des jeunes qui travaillent, qui vont quitter leur famille pendant 2 ou 3 mois, qui sont installés là-bas pendant longtemps, qui subitement aussi ont de l'argent et dans un milieu où les gens sont suffisamment pauvres. Et on a des jeunes filles qui très vite peuvent tomber dans ces risques-là. Donc, effectivement, il y a comment s'adapter. Il y a pas mal de moyens. Il y a des codes de conduite. Il y a de la sensibilisation. Il y a pas mal de moyens également qui peuvent être utilisés pour cela. Donc, vous voyez que c'est pour ça que nous avons voulu que la session soit interactive parce que vous êtes fréquemment sur le terrain. Et il n'y a pas one fits all. On ne peut pas avoir un prêt-à-porter pour chaque risque. Donc, voilà pourquoi on vous incite à communiquer. Donc, next. Alors, on a parlé de la question de déplacement physique ou économique et perte des moyens de subsistance. Déjà, il faut savoir qu'ici, il y a 2 ou 3 aspects de réinstallation involontaire. Il y a la réinstallation économique, il y a la réinstallation physique. Bon, il y a d'autres aspects hein, quand on est avec les peuples autochtones, il y a les questions de consentement donné librement et en connaissance des causes qui peuvent rentrer en compte. Souvent, il y a aussi les donations volontaires. Donc, il y a plusieurs aspects de donation. Mais il faut savoir que pour chaque donation, il y a des aspects spécifiques. Par exemple, quand il s'agit d'un risque économique, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que la personne n'a pas de maison construite, elle ne va pas se développer, mais à partir du moment où on empêche cette personne d'avoir accès aux moyens de survie pendant 2 ou 3, 4 mois, il faut trouver des moyens pour compenser. Parce qu'on l'a dit, on ne vient pas faire des projets au détriment d'autres personnes. Voilà. Le minimum qu'on puisse faire, s'il y a des personnes qui vont bénéficier des projets, c'est que celles qui vont subir des conséquences négatives, qu'on trouve les moyens voilà, pour supporter ces personnes. Ça se traduit par ce que le principe leave no one behind, laisser personne pour compte et laisser personne en arrière. Tout le monde sera inclus, donc l'aspect inclusif. Il y a les pertes de revenus pour les vendeurs et les carburants. Évidemment, ce n'est pas facile. Quand on met en place ce programme-là, c'est pour ça, lorsqu'on met en place ce programme, s'il y a des activités qui puissent bénéficier, ce sera au bénéfice, par exemple, des vendeurs ou des carburants. Quand je dis au bénéfice, ça veut dire que ce sont eux
qui vont subir les conséquences négatives. Donc, pourquoi pas les impliquer dans des approches qui vont les permettre de compenser cette perte-là par d'autres alternatives. S'ils peuvent être des vendeurs de batteries, s'ils peuvent travailler dans des mini-réseaux, vous voyez, ça empêche en tout cas de faire beaucoup plus de mal par rapport à notre projet. Il y a la non-conformité, par exemple, par rapport à quelques questions de conditions de travail, que ce soit national ou international, parce qu'il y a beaucoup de contractants qui rentrent en compte. Quand on parle de conditions de travail, on parle également de santé et sécurité au travail, le port des EPI, des équipements de protection individuelle, mais il y a aussi les équipements de protection collective, parce qu'il y a certains garde-fous qu'on peut mettre, pas seulement pour protéger les individus, mais pour protéger tous les sites. Il y a aussi des activités productives, par exemple, les activités productives qui peuvent se développer grâce à la disponibilité d'une alimentation électrique fiable, ce qui a conduit à des pratiques de pêche ou d'agriculture non durables. Alors ici, ce risque-là, il est faible, mais il est important de le souligner. Voilà. Parce qu'il peut y avoir une surexploitation des ressources, par exemple, disponibles dans la communauté parce qu'on a beaucoup plus de moyens de productivité. Par exemple, si on prenait des pirogues pour aller faire des pêches, maintenant, on a les bateaux à pêche parce que, bon, je suppose, on arrive à avoir de l'électricité solaire. Ça augmente l'exploitation. Voilà. C'est pour dire qu'en étant conscient de ce type de risque, on peut amener des moyens, des mesures pour, en tout cas, apporter une utilisation efficace des ressources naturelles. Next. Alors, on se rappelle très bien, on a dit les 3 étapes. Je fais le ciblage, le criblage plutôt, ou le diagnostic. Après le criblage ou le diagnostic, je sais où je dois m'orienter parce que ça me dit le nord. Et lorsque je sais où je dois m'orienter, je fais l'évaluation, n'est-ce pas? Qui peut être d'abord l'évaluation préliminaire, mais j'approfondis les impacts, j'évalue les impacts sur différents aspects, mais je trouve également le moyen pour mitiger par rapport à la gestion. Donc, ça, ce sont les 3 niveaux. Et à chaque niveau, on l'a dit, depuis le diagnostic ou le criblage, on essaie de voir quels sont les risques. Alors, dans le cas des AMP ici, les risques peuvent être notamment modérés ou importants. Lorsque le risque est modéré, on fait une évaluation ciblée ou on peut faire une évaluation stratégique, une évaluation environnementale stratégique, par exemple, parce qu'on a des politiques, des programmes qui vont influencer, parce que dans certains programmes, on peut être amené à préparer des études stratégiques qui vont avoir des implications dans le futur, ou on fait des études d'impact spécifiques. Alors, on peut aboutir alors à un plan de gestion environnementale et sociale ou à un cadre de gestion environnementale et sociale. Ça, c'est comment on appelle l'exemple que nous avions eu ici. Ici, c'est écrit important, mais ici, ça veut dire substantiel. Hein. C'est la traduction souvent du français en anglais. Et ben, je l'ai maintenu parce que c'est ce qui existait. Donc, vous voyez modéré, important et haut. Haut, c'est élevé ici. Donc, si vous voulez, vous aviez faible, modéré, substantiel et élevé. Donc, par rapport à chaque niveau, si par exemple, il était élevé, on allait faire une étude d'impact environnemental beaucoup plus compréhensible. Mais, comme on l'a dit, dans la plupart des figures que nous avions, les risques sont modérés ou importants. Donc, on va être limité, par exemple, à faire des études d'impact environnemental et social, assorties des plans de gestion environnementale et sociale. Ce que je veux dire qui est très important, vous pouvez voir ici que les 2 aspects sont séparés, mais en réalité, ce sont des aspects subséquents. Lorsqu'on fait l'évaluation, c'est par rapport à l'évaluation qu'on prépare le plan de gestion environnementale et sociale. C'est pour ça que vous verrez la plupart du temps, on parle étude d'impact environnemental et social / PGS. Ça veut dire que c'est une étude d'impact environnemental et social assortie d'un plan de gestion environnementale et sociale. Pourquoi? Parce que
souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on peut préparer souvent des plans de gestion environnementale et sociale sans avoir des études d'impact environnemental et social approfondies. Parce que les impacts sont routiniers, elles sont connues, voilà, ça devient comme des notices. Voilà, parce que les notices, c'est un peu comme des plans de gestion environnementale. Lorsqu'on utilise un produit fréquemment, on a des notices qui vous disent comment l'utiliser pour minimiser les risques. Alors, on peut aussi préparer des PGS, tout comme on prépare des notices. Mais ici, il s'agit de faire une évaluation approfondie et notamment en allant sur le site, en discutant avec les parties prenantes, en discutant avec les bénéficiaires, en comprenant leur point de vue, en intégrant leur point de vue dans la gestion des risques. Next. Next. Alors, ça, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Je ne vais pas mettre l'accent sur ça. On a dit pourquoi on prépare le cadre de gestion environnementale et sociale. Comme c'est de ça il s'agissait, voilà, c'est un outil d'aide à la décision. On fait l'alignement entre les exigences au niveau national et les exigences du PNUD. Ça permet d'évaluer les risques. Ça permet d'identifier les étapes qu'il faut pour gérer les risques au niveau d'un projet. Ça permet également découvrir d'autres aspects. Par exemple, lorsqu'on a les cofinancements, qu'il y a un nouveau bailleur qui rentre en compte, par exemple, si on postule au Fonds vert climat, quelles sont les exigences qui vont s'appliquer. Et il y a aussi un résumé du cadre de gestion environnementale et sociale en anglais et en français qui permet de comprendre quel est le contenu de façon générale. Next. Alors, je vais donner la parole très rapidement à Christelle pour qu'elle puisse nous dire quelles sont les différentes évolutions que nous avions eues dans le cadre de l'AMP. Parce que vous saviez, il y a eu plusieurs cohortes, plusieurs générations, et donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse apporter son édifice ici. Over. Oui, merci beaucoup, Bougadar. Alors, effectivement, un collègue, vous savez qu'en fait, l'AMP, on a 21 pays actuellement, mais ils sont organisés en 3 cohortes. Et donc, actuellement, les pays qui sont mis en œuvre, c'est les pays donc, de la première cohorte, dont vous faites partie. Et donc, pour ces pays-là, on avait effectivement développé, donc, pendant la phase de formulation, un cadre de gestion des risques environnementaux et sociaux qui était commun à quasiment tous les projets de la première cohorte. Donc ça, c'est aussi un document que vous trouvez typiquement donc, en annexe de votre document de projet. Et ensuite, on a eu donc la deuxième cohorte qui arrivait à peu près 1 an plus tard. Et là, bon, même processus, on a développé un cadre pour cette deuxième cohorte. Mais en fait, quand on a développé ce deuxième cadre, on a déjà un petit peu tiré des leçons des expériences qu'on avait eues avec la formulation de la première cohorte. Et du coup, le cadre a un peu évolué pour cette deuxième cohorte de pays. Et ce qu'on a fait ensuite là, donc Lama qui est là aussi a travaillé sur ça, en fait elle a maintenant mis à jour aussi le cadre donc de la première cohorte pour tenir compte de certains de ces enseignements et de ces changements qui avaient été déjà intégrés dans le cadre de la deuxième cohorte. Donc en fait, vous qui faites partie de la première cohorte, concrètement, ça veut dire que vous avez une version du cadre qui est qui était en annexe de votre prodoc, qu'on a maintenant mis à jour, et donc ça on va bien remettre le lien quand on vous envoie la présentation là d'aujourd'hui pour que vous ayez bien accès à ce cadre mis à jour avec vraiment les dernières évolutions. Donc là, les principales évolutions, elles sont listées. Il y avait d'une part le fait que les exigences en matière d'évaluation stratégique, environnementale et sociale, donc ce qu'on appelle en anglais un CSA, c'est une évaluation stratégique. Donc dans la première cohorte, vous verrez, vous avez beaucoup de projets qui demandent de faire un CSA, cette étude stratégique. Mais en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas forcément nécessaire pour le type d'activité que faisait l'AMP, parce qu'on n'était pas forcément en train de travailler sur des réformes sectorielles vraiment majeures qui nécessiteraient de telles évaluations. Donc ça, on a enlevé en fait cette exigence pour quasiment tous les projets. Donc ça, c'est une évolution, donc ça vous fait finalement quelque chose en moins finalement à faire par rapport à ce qui était prévu initialement. On avait aussi initialement dit que pour les études de faisabilité,
on avait besoin en fait de faire aussi une étude d'impact et un plan de gestion des risques. Bon, ça aussi, ça a été enlevé. Et aussi, ce qui était important, on a changé un peu l'approche par rapport au diagnostic ou criblage qui est fait sur les sites des mini-réseaux. Parce que, comme dit, en phase de formulation, bon, il y avait pour la plupart des projets, il n'y avait pas encore les sites qui avaient été identifiés. Ça, c'est seulement maintenant que vous êtes en train d'identifier les sites. Et en fait, initialement, ce qui était prévu, c'est qu'il y avait une liste d'exclusion dans le cadre de gestion des risques environnementaux et sociaux. Donc, en fait, on disait, voilà, il y avait un certain nombre de critères qui menait à l'élimination de certains sites. Donc, si vous avez sélectionné un site et vous vous rendez compte qu'il y avait certains de ces critères, vous ne pouviez pas sélectionner ce site. Bon, ça, on a aussi changé l'approche. Donc, maintenant, l'idée, c'est pas de regarder cette liste d'exclusion, mais plutôt de refaire un criblage vraiment ciblé sur le site et au vu des résultats de ce criblage, de déterminer quelles sont les mesures à prendre en termes de gestion des risques environnementaux et sociaux et quelles sont aussi les évaluations supplémentaires à faire de type étude d'impact. Et donc, ce criblage spécifique que vous devez faire sur tous les sites finalement qui sont sélectionnés potentiellement pour des sites des mini-réseaux pilotes, on l'a aussi développé, donc en fait, c'est une version un peu... c'est comme un espèce d'extrait du diagnostic général que le PNUD préconise. Hein, le PNUD a un template qui permet de faire le diagnostic, le criblage pour un projet. En fait, on a extrait les questions qui sont vraiment pertinentes pour les mini-réseaux. Et donc, comme ça, vous avez un template, finalement, un modèle pour le diagnostic qui est beaucoup plus ciblé et spécifique pour les mini-réseaux. Donc ça aussi, c'est un document qu'on a développé et qui est en annexe en fait du cadre de gestion des risques environnementaux et sociaux révisés. Voilà, donc je pense que c'est à peu près l'essentiel en termes d'évolution. Et encore une fois, vous aurez ce document mis à jour pour que vous puissiez vraiment avoir les dernières évolutions sur ce sujet. Donc, je te redonne la parole, Bogada. Merci. D'accord, vous l'aurez compris pourquoi je lui ai donné la parole. Donc, c'est assez clair. Donc, on peut y avancer. Alors, ça, ce sont un peu le contenu du cadre de gestion environnementale et sociale que vous aviez de façon générale. On a dit, il y a un résumé exécutif. Si le document est préparé en français, on fait un résumé exécutif en anglais. Ça permet aussi aux bailleurs internationaux et à d'autres personnes de se rendre compte quel est le contenu global. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'on prépare ces documents, ce n'est pas uniquement, c'est aussi au-delà des aspects de gestion du risque, mais c'est aussi donner la parole aux parties prenantes par rapport à la diffusion de l'information, de donner des feedbacks sur le document. Donc, les documents ont été diffusés préalablement. Lorsque les documents sont préparés, les documents sont diffusés. Et vous savez, souvent, c'est des personnes qui ne vont pas aller sur les contenus techniques, mais au moins, elles savent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et si elles ont des plaintes, si elles ont des informations complémentaires, elles peuvent les amener. Alors, la section 2, c'est sur le champ d'application et le contenu du projet, les objectifs et tout ça. La section 3 identifie les impacts, les risques potentiels. La question 4 analyse le cadre juridique et institutionnel relatif aux garanties. Quand on parle de garanties ici, on parle de sauvegarde environnementale et sociale. Vous verrez, pour chaque pays, il y a des risques, il y a des cadres, il y a le cadre national qui existe. On les compare un peu au cadre du PNUD. Il y a aussi la description des procédures de diagnostic environnemental et social qui sont utilisées, comment on les utilise, et il y a la question de l'engagement des parties prenantes, qui est un domaine transversal. Next. La section 7 décrit le mécanisme de gestion des doléances, le mécanisme de gestion des risques, le mécanisme des plaintes, des règlements des plaintes. La section 8 donne un ensemble de dispositifs institutionnels, renforcement des capacités, l'attribution des rôles et responsabilités. Et la section 9 parle des modalités de suivi-évaluation. La section 10
parle du plan d'action et le budget. Bon, on pourrait rapidement se dire, mais pourquoi on présente dans une formation comme ça? Il faut savoir que plein de questions que vous avez déjà les réponses qui existent dans le cadre de gestion environnementale et sociale. Si vous avez besoin du budget, vous avez les réponses. Si vous devez savoir comment on fait le screening, à la fois on vous donne le processus, à la fois on vous donne les outils, à la fois on vous dit comment les interpréter, à la fois on vous donne les outils même externes, et à la fois on vous donne la politique nationale, on vous donne la politique du PNUD, et on vous donne les comparaisons. Donc, en griffe, c'est la Bible pour les spécialistes de sauvegarde environnementale et sociale. Vous avez tout à l'intérieur. Lorsqu'on prend ces fonctions en matière de spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale ou coordinateur du projet, c'est la première des choses à avoir. On le sait très bien que ce n'est pas un document qui va se lire en une journée, mais quand on sait qu'il y a tel contenu, par rapport à nos besoins, on peut aller de façon spécifique sur chaque contenu. Next. Il y a les annexes, comme je l'ai dit, description du projet, la liste de contrôle. Voilà, et Christelle a abordé la question de la liste des listes de contrôle. Donc, il faut s'ajuster. Et quand on parle d'ajustement ici, il faut comprendre qu'on est dans une démarche adaptative. Voilà, on s'est dit que l'erreur est humaine, on fait de notre mieux, mais lors de la mise en œuvre du processus, on est en train d'apprendre régulièrement. Donc, on doit être suffisamment flexible. Donc, ça, c'est si on part 10 ans en arrière, les normes étaient comme des prescriptions. C'était beaucoup basé sur le processus. Et maintenant, on a mis l'accent sur les normes. Les normes, ça veut dire on essaie d'atteindre beaucoup plus les objectifs, les résultats que sur le processus. Voilà. Donc, la mise en œuvre va renseigner également le contenu et c'est ce qui a été fait, par exemple, avec la liste de contrôle. On a, par exemple, les annexes, les orientations pour les peuples autochtones. Il y a beaucoup de pays, ça existe. Lorsqu'on a affaire aux peuples autochtones, il y a aussi des indications sur le rapport et tous les autres aspects, les procédures de gestion des main-d'œuvre et bien d'autres sur le consentement libre donné librement, sur le consentement donné librement et en connaissance de cause. Next. Là, on va parler des procédures de sélection, d'évaluation et de gestion des projets pilotes. Next. Il reste grosso modo 20 minutes, hein, Boukhadar, Oui. juste pour un petit rappel sur l'heure. Merci. Voilà. Bon, je ne pense pas que je dois revenir encore sur cette principale étape. Vous connaissez tous qu'il faut faire un diagnostic. Vous savez quel outil il faut faire un diagnostic. Après le diagnostic vous guide sur les orientations. On l'a dit, vous allez faire une évaluation. Après l'évaluation, vous allez faire maintenant la gestion. La gestion, c'est les plans que vous allez avoir, les plans de gestion des déchets, de santé et sécurité, des plans d'action de réinstallation. Et par rapport à chaque norme qui est déclenchée, vous pourriez avoir, par exemple, un ou deux outils spécifiques. Next. Alors ici, on a un peu, qu'est-ce qui peut déclencher un examen approfondi pendant la mise en œuvre? On l'a dit, pendant la mise en œuvre, on peut être amené encore à faire un autre diagnostic. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a de nouvelles informations, par exemple le cadre d'une évaluation sociale et environnementale, parce qu'on a fait une évaluation environnementale et sociale, il faut aussi faire un diagnostic, parce que les outils sont interactifs ici. Autant le diagnostic aide à renseigner le cadre, autant le cadre aide à renseigner le diagnostic. Donc, c'est une approche très interactive. Alors, on peut être amené encore de révisiter notre cadre parce que dans les détails, on a pris un consultant et on se rend compte que les résultats du consultant nous disent qu'il y a un diagnostic économique, un cadre de réinstallation qu'il faut faire. Donc, en ce moment, on peut être amené à réviser. Il y a aussi des modifications substantielles qui peuvent être apportées au projet. On l'a dit, lors de la mise en œuvre du projet, on peut améliorer les activités du projet et qui dit changement d'activité dit changement des risques. Donc, il faut aller faire le diagnostic. Et il y a aussi que les changements dans le contexte du projet sont susceptibles de modifier le profil des risques du projet. Ça peut, parce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle des risques du projet,
lorsque, par exemple, vous mettez en œuvre un projet, vous aviez un spécialiste en gestion des projets, un spécialiste sur les questions environnementales et sociales. Vous avez, par exemple, un coordonnateur du projet et vous avez le budget. Lorsque vous n'aviez pas tout ça, le risque intrinsèque du projet n'augmente pas, mais du fait que vous n'avez pas un spécialiste qui va gérer le risque du projet, vous augmentez déjà le risque du projet. Donc, ça veut dire que plusieurs changements dans le contexte du projet peuvent amener à refaire, en tout cas, les questions des risques. Next. Alors, déjà, on a la procédure environnementale et sociale qui a été imbriquée dans les réseaux pilotes. Je vais demander aussi le soutien de Christelle pour apporter ces différentes explications. Oui, merci. Donc là, on a juste essayé de résumer un petit peu les étapes du développement des mini-réseaux pour l'AMP, les mini-réseaux pilotes, sachant encore une fois que c'est pas prescriptif, c'est-à-dire qu'il y a différents moyens de le faire. Hein. Les étapes, ça dépend un petit peu de du processus d'appel d'offres qui est mis en œuvre. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc en fait, il faut pas prendre ça comme si c'était écrit dans la pierre. Ça va dépendre de chaque situation. Mais c'est juste pour montrer qu'en fait, à différentes étapes du développement des mini-réseaux pilotes, interviennent ces questions de risques environnementaux et sociaux et de gestion de ces risques. Donc, par exemple, là, on a donc un exemple où là, la mise en œuvre, elle est en 4 phases. Donc, la première phase, c'est la finalisation du plan des mini-réseaux pilotes. Et là, je le répète encore une fois, le plan des mini-réseaux pilotes, vous savez, c'est vraiment le premier document qu'il faut développer pour décrire tous les détails de la mise en œuvre prévue des mini-réseaux pilotes. Et ce plan doit être approuvé par le PNUD et par le comité de pilotage avant d'aller dans la mise en œuvre et de lancer un appel d'offres, un appel à proposition par rapport aux mini-réseaux pilotes. Et donc, dans le cadre de la finalisation de ce plan des mini-réseaux pilotes, évidemment, il y a aussi une partie sur les risques et les normes sociaux et environnementaux. Et donc, typiquement, là, on va devoir ajouter à ce plan des mini-réseaux pilotes tout ce qui a été fait en termes de diagnostic et de criblage. Et donc, ici, il y a aussi déjà eu des études qui ont été faites, des études d'impact ou autres. Tout ça, ça va être ajouté en annexe au plan des mini-réseaux pilotes. Donc, ça, c'est dans cette première phase. Bon, après, il y a le processus voilà, de tendering, hein, donc d'appel d'offres. Et après, donc, pendant la construction et l'opération, là aussi, donc, typiquement, il y aura à ce moment-là, alors, le développeur de mini-réseau qui aurait été sélectionné va devoir faire une étude de faisabilité beaucoup plus poussée, où là aussi, il y aura donc, il va regarder donc les questions sociales et environnementales. Donc, c'est là qu'on va devoir faire les évaluations et le développement des plans de gestion qui auront été préconisés dans la phase de criblage, comme l'a expliqué déjà Bougadar. Et puis donc là aussi, vous avez donc les espèces de cases là en orange foncé, c'est pour dire que là aussi, ça doit être revu par le PNUD. Donc ces études complètes, hein, ces évaluations d'impact et ces plans de gestion doivent être revus et approuvés par le PNUD avant là encore d'aller de l'avant. Et l'objectif de ces approbations qui sont demandées, c'est vraiment pour s'assurer qu'on reste bien aligné avec les normes du PNUD. Et aussi pour dire qu'il y a un petit peu comment dire, une interaction, disons, parce que typiquement, il faudra faire approuver aussi quelque chose par l'autorité nationale, soit une notice ou une étude d'impact, bref, donc il y aura un processus d'approbation au niveau national et un processus d'approbation au niveau du PNUD. Donc là, on peut voir au cas par cas qu'est-ce qui est le plus pratique, hein, s'il faut d'abord que le draft soit envoyé au PNUD et après vous envoyez ça à l'autorité nationale ou si ça est envoyé en parallèle. Bon, ça dépend un peu de chaque situation, ça on peut en discuter. Voilà. Et puis à la fin, donc il y a la phase de suivi des mini-réseaux une fois qu'ils sont en opération. Et là, évidemment, il faut toujours aussi, bon, il y aura le suivi aussi en fait, du respect
ce qui a été écrit finalement dans le plan de gestion et les audits et autres qui seront faits par la suite. Donc encore une fois, c'est un exemple un peu illustratif des différentes étapes, mais ça montre bien que voilà, il y a vraiment l'importance du respect de ces différentes de ces processus liés aux normes environnementales et sociales. Merci beaucoup, Christelle. Next. Alors, voilà un peu comment le diagnostic se présente. Donc ça, il faut le savoir. C'est vrai que sur le site du PNU, vous aviez un outil général sur le diagnostic, mais ce diagnostic-là a été peaufiné pour le rendre très spécifique parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains risques qui n'étaient pas pertinents pour les mini-réseaux. Donc, il faut l'utiliser, il est en annexe. Next. Voilà. Donc, ici, vous aviez un peu, on va dire, la méthodologie d'évaluation des risques. Parce que lorsque vous prenez le diagnostic, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous aviez l'évaluation de la probabilité du risque qui peut être improbable ou jusqu'au stade le plus élevé qui peut être attendu. On est presque sûr que ça va se passer. Et puis aussi, on a l'impact lui-même. L'impact peut aller de 1 ou jusqu'à 2. Donc, ça, c'est un peu la grille de correspondance. Donc, vous verrez que le risque peut être faible, modéré, substantiel ou élevé, et ça dépend de la combinaison. Donc, si vous avez une combinaison d'un impact faible et d'une probabilité qui est égale à 4, vous verrez que vous aviez le risque qui est modéré, le M. Donc, il y a une justification pour vous dire souvent que, bon, lorsque on voit les études d'impact, on essaie quand même d'être objectif. Et pour être objectif, il faut avoir des critères d'évaluation, de telle sorte que même si on a deux personnes différentes qui viennent à un moment donné, pour qu'en tout cas, il n'y ait pas trop d'écart. Donc, cette méthodologie-là nous permet d'évaluer les risques. Next. Voilà, donc je pense qu'on a déjà parlé de cet aspect-là. Donc, la plupart des mini-réseaux pilotes ont un risque soit substantiel, soit modéré. Et ça, c'est un peu les résultats du diagnostic, mais aussi des études qui doivent être menées. En tout cas, dans tous les cas, les activités sont susceptibles d'avoir des incidences sociales et environnementales négatives. Ne peut pas être entreprise tant que les évaluations et les plans ne sont pas préparés. On l'a déjà dit, ce sont des prérequis et ce sont des exigences. Et je comprends souvent la frustration des personnes qui mettent en œuvre le projet. Ils veulent aller très vite. Mais en même temps, voilà, on ne voit pas avoir de la maladaptation, c'est-à-dire que notre objectif n'est pas d'avancer vite de telle sorte à se mélanger les pieds et avoir des impacts négatifs. C'est pour ça qu'on veut s'assurer que les instruments sont préparés avant que les projets sont mis en œuvre. Next. Alors, il y a aussi le screening pour les peuples autochtones. Vous saviez, peut-être, il n'y a pas beaucoup de participants ici pour lesquels nous avions les peuples autochtones, mais aussi, ce que je vais ajouter, parlant des peuples autochtones ici, nous savions un peu comment on dit encore, la sensibilité de la question. Et nous savions que, par exemple, parler des peuples autochtones au Burkina n'est pas pareil que parler des peuples autochtones, des Pygmées, par exemple, au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique centrale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le contenu des peuples autochtones ici, qui tend beaucoup plus sur des personnes qui s'identifient comme telles, qui ont une culture différente, qui essaient de maintenir leur culture, qui elles-mêmes ont une identité propre, qui ont le contrôle de leur terre, qui est fait depuis, on va dire, de façon historique, de manière très spécifique, et cette manière un peu différente des communautés. Par exemple, si on prend les communautés Peul, elles ont une manière de gérer qui est un peu plus différente d'autres communautés.
et aussi elles peuvent être souvent vulnérables parce que leur mode de gestion des terres ou de pâturage, du fait que ce soit des nomades, la question directement être liée à la terre, des droits des terres, peut être très difficile. Mais toutefois, on le sait tous, même dans nos cultures, il y a la question des droits de culture, des droits de faire son pâturage. Donc, ce sont des questions hautement sensibles sur lesquelles on voudrait également attirer l'attention pour dire que lorsqu'on fait face à ce type de communauté-là, il y a une approche de participation qui peut être un tout petit peu différente où le consentement donné librement et de façon préalable et en connaissance des causes de ces communautés-là peuvent être importantes. Et dans certains cas même, on peut être amené à préparer les plans des peuples autochtones de telle sorte que leur point de vue soit pris en compte et qu'on n'ait pas d'impact négatif sur ces personnes-là et leur mode de vie et leur environnement. Next. Alors, on l'a déjà dit, hein, je crois qu'on a déjà suffisamment abordé l'aspect, comment ça se passe, lorsqu'on fait le screening, lorsqu'on a le risque. Je crois que c'est M. Diallo au début qui l'a aussi bien dit. Voilà, les thèmes de référence sont préparés à partir des thèmes de référence. On va préparer les études spécifiques. Next. Alors, donc, je l'ai aussi dit, l'évaluation est intimement liée à la gestion. En réalité, ce qu'il faut concevoir, la gestion, c'est un peu plus l'aspect opérationnel, l'aspect plan d'action de l'évaluation. Et on peut avoir plusieurs plans. On peut se poser la question, pourquoi à chaque fois on pose des plans? C'est pour regrouper dans une thématique distincte notre mode d'action. On peut avoir un plan de gestion des déchets, un plan de gestion de la pollution, un plan de gestion santé-sécurité, de procédure de gestion de main-d'œuvre, un plan d'action pour la réinstallation, comme je l'ai dit, un plan des peuples autochtones également. Next. Alors là, on a le plan de gestion environnementale et sociale. C'est un peu le plan de gestion spécifique pour chaque mini-grille. Et pendant la construction du mini-grille et tout au long de sa durée de vie, le développeur doit maintenir la conformité avec les exigences en matière d'environnement et de sécurité, maintenir un mécanisme de recours pour répondre aux préoccupations des communautés, informer immédiatement l'équipe du projet sur tout incident qui intervient, soumettre des rapports périodiques. Ça, c'est un peu les exigences des développeurs, des personnes qui sont chargées de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale par rapport au plan de gestion environnementale. Voilà, next. Ici, on parlait là de l'engagement des parties prenantes, des mécanismes de gestion des plaintes et de la diffusion de l'information. Alors, ici, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup. Est-ce que les participants qui sont ici, il y a des participants qui ont eu à préparer les consentements préalables donnés librement et en connaissance des causes? S'il n'y en a pas, je ne vais pas mettre trop l'accent là-dessus, mais ce que je voudrais dire tout simplement, il faut savoir que lorsqu'on travaille avec certains peuples, on va dire autochtones ou certaines communautés défavorables, la Banque mondiale appelle communauté défavorable d'Afrique subsaharienne, il est important de savoir qu'on doit avoir le consentement libre, donné librement et en connaissance des causes. Le consentement libre veut dire quoi? D'abord, ils ont le droit de dire oui ou de dire non. Si vous voulez travailler avec eux, donnez-leur la possibilité de dire oui ou de dire non. Donc, ils peuvent accepter ou refuser. Mais avant même qu'ils acceptent ou qu'ils refusent, il va falloir qu'ils soient suffisamment informés. Informés sur les impacts négatifs du projet, sur les impacts positifs du projet. Donc, ils sont suffisamment informés et suffisamment éclairés sur les tenants et les aboutissants du projet, de telle sorte qu'ils voient qu'est-ce qui est bien pour eux. Et lorsqu'on parle de prior,
préalablement. Ça veut dire que le consentement doit être, on doit suffisamment leur donner le temps pour réfléchir et pour donner leur consentement. Et donc, par rapport à ça, voilà un peu la procédure et le consentement doit être documenté et le consentement doit être signé, de telle sorte que dans le futur, s'il y a des risques, on sait un peu le processus qui a été adopté, documenté, signé, avec des témoins, avec des personnes qu'on va appeler des facilitateurs qui vont aider et ce sont souvent des personnes indépendantes. Next. Et je pense qu'on a déjà parlé de la diffusion des... Non, on n'a pas parlé de la diffusion de l'information. Tout ce qu'il faut savoir, il y a des prérequis lorsqu'on prépare les documents, 60 jours pour tout ce qui est substantiel, pour diffuser les informations, 120 jours pour élever et 30 jours pour les risques modérés. Et on n'a pas d'exigence spécifique pour les risques faibles. Alors, où il faut diffuser l'information? D'abord, sur les plateformes des parties prenantes, le PNUD, mais également sur les plateformes des partenaires qui sont sur le projet et par des moyens, en tout cas, qui sont accessibles aux personnes qui y participent. Qu'est-ce qu'il faut diffuser? Les informations sur l'objectif, la nature, l'ampleur, la durée et le risque du projet, le plan de participation des parties prenantes, tout ce qui est évaluation environnementale et sociale du projet, ou les résumés, mais aussi il faut faire la diffusion des rapports de suivi environnemental et social qui sont requis dans le cadre du projet. Next. Alors, pourquoi on diffuse? Parce que les parties prenantes qui participent là, dans la mise en œuvre du projet, doivent être en mesure de formuler des commentaires ou de déposer des plaintes. Alors, c'est pour ça que le projet peut aussi organiser des ateliers pour avoir le retour des parties prenantes, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès au tableau, au site web. Alors, on peut aussi avoir des documents, comme on l'a dit, qui sont diffusés, et aussi, on peut mettre aussi des boîtes à outils pour recueillir les informations des parties prenantes. Next. Alors, voilà un peu comment se présente le mécanisme des réclamations des plaintes au niveau du PNUD. Il faut savoir qu'il y a un mécanisme général des réclamations des plaintes qui inclut également les plaintes, par exemple, liées aux fraudes. Cela n'engendre pas dans le cadre des plaintes qui sont liées au niveau environnemental et social. Donc, la recevabilité se fait notamment au niveau des plaintes qui sont sur le processus de gestion environnementale et sociale du PNUD. Ça, c'est au niveau institutionnel, mais il y a également au niveau du projet des mécanismes qui existent où on peut également poser les plaintes. Voilà, on peut poser les plaintes et on peut aussi participer. Next. Alors, au niveau du projet, ce qui se passe, c'est que les participants peuvent adresser à tout moment des plaintes, que ce soit au niveau du bureau du PNUD, mais au niveau du bureau aussi du Fonds mondial pour l'environnement. Alors, il y a des mécanismes de greffe spécifiques à chaque projet qui sont mis en œuvre lors du début du projet. Et aussi au niveau local, il y a des points focaux auxquels on confie, que ce soit au niveau des communautés ou au niveau des projets, qu'on confie la responsabilité de recevoir ces plaintes-là. Et comme je l'ai dit, on essaie de tenir compte des aspects pratiques, des aspects coutumiers des populations. Next. Quels sont les différents rôles et responsabilités? On arrive à la fin, Bougadar, hein, il est 30, donc peut-être en une minute. Hein. Oui, ça va aller très, très vite parce que en matière de rôle et responsabilité, au niveau national, au niveau de l'unité de gestion du projet, le rôle général, c'est de superviser et gérer la mise en œuvre, d'attribuer à l'UGB les rôles et responsabilités, de conserver les documents, de faire le procédure d'évaluation. En tout cas, tout ce qui est, en tout cas, premier rôle dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de gestion environnementale et sociale, cela inclut déjà le contrôle des performances, le maintien du mécanisme de gestion des plaintes et les rapports également qu'il peut apporter au conseil d'administration par rapport au cadre de gestion environnementale et sociale. Next.
Alors, le rôle du conseil de comité de gestion du projet, le conseil de gestion du projet, c'est d'assurer le contrôle, notamment au niveau de la prise des décisions pour adopter tous les outils, les décisions qui lui sont apportées par l'unité de gestion du projet, mais c'est aussi aider l'unité de gestion du projet à supporter certaines plaintes qui sont importantes, tout ce qui est système de gestion des plaintes et donner des orientations au niveau stratégique, tout comme on le fait au niveau de la gestion stratégique du projet. Next. Alors, le rôle au niveau du PNUD, au niveau du pays, c'est d'informer les parties prenantes et les détenteurs de droits sur les impacts négatifs et positifs et de veiller à ce que le plan de participation des parties prenantes et le mécanisme de vérification de la conformité par rapport aux plaintes des parties prenantes sont suffisamment prises en compte. Next. Alors, l'unité régionale, comme vous le saviez, c'est une unité de coordination. Donc, son rôle au niveau régional, c'est de mettre ensemble les unités pays de telle sorte qu'on puisse partager les bonnes pratiques, mais aussi les pratiques qui n'ont pas réussi et de fournir aussi également des conseils au niveau de la mise en œuvre du cadre de gestion environnementale et sociale, de soutenir le mécanisme de gestion des plaintes et de voir quelles sont les plaintes qui sont récurrentes au niveau de chaque pays, d'assurer que toutes les documentations et les exigences en matière de normes environnementales et sociales du PNUD sont prises en compte, y compris l'évaluation ciblée, l'évaluation d'impact environnemental et social, tout ce qui est outils ou documents qui doivent être préparés. Next. Alors, le développeur de Minigri a pour rôle de préparer l'évaluation requise. Voilà, c'est lui qui prépare les évaluations qui sont requises, mais également, il s'inscrit dans une dynamique du respect de la loi nationale. Donc, il va obtenir l'ensemble des permis. C'est les permis de construction, c'est les permis aussi au niveau environnemental et social, tous les permis qui sont nécessaires, ça peut être les permis aussi au niveau des eaux et forêts. Et il va mettre en œuvre toutes les mesures décrites dans le plan de gestion environnementale et sociale, sensibiliser les travailleurs parce qu'il est en lien direct avec les travailleurs. Il va faire le dialogue des parties prenantes au niveau des parties qui sont identifiées en son sein et soumettre les documents pertinents à l'unité de gestion du projet tout en conservant tout ce qui est pièces de vérification par rapport à l'unité de gestion du projet. Next. Voilà, donc voilà quelques ressources qui sont disponibles ici. Vous pouvez prendre connaissance et y aller directement sur le site du PNUD. Next. Voilà, nous arrivons à la fin. Je m'excuse, c'est un peu long, mais voilà, on pense que ce qui est important, c'est d'avoir la documentation et revenir là-dessus. À vous, merci pour votre patience, merci pour votre écoute et à vous la parole. Oui, merci Bougadar. Donc, collègues, bon là, on est arrivé à l'heure. On peut encore prendre 5 minutes s'il y a des questions pour ceux qui peuvent rester. Mais juste pour mentionner qu'on va faire un mail dans les prochains jours là pour vous envoyer donc déjà la présentation qui aura les liens aussi vers les différents documents et que vous ayez bien la liste de tout ce qui a déjà été développé spécifiquement pour l'AMP, en particulier les documents qui ont été aussi actualisés depuis les versions que vous pouvez avoir vues dans les annexes de votre document de projet. Donc tout ça, ça va venir là dans les prochains jours. Hein. Voilà. Donc peut-être avant de conclure, s'il y avait encore des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main ou simplement ouvrir votre micro. Oui, Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Koné. Bonjour, Sylvain du PNUD Burkina. Et c'est vrai qu'on est vraiment limité par le temps, mais j'aurais voulu vraiment avoir plus d'informations sur l'aspect de screening des peuples autochtones, parce qu'on a toujours eu des soucis ici quand on a voulu le faire pour le projet du GEF, parce que c'est un terme déjà qu'au niveau du Burkina, le ministère n'accepte pas.
Donc, ça fait que souvent, quand on se présente avec cette volonté de faire cette partie-là, on a souvent des difficultés parce qu'ils disent déjà que, étant donné que le terme même n'existe pas au niveau du Burkina, ils ne trouvent pas donc la pertinence de faire ce travail-là. C'est vrai que dans votre exposé, vous l'avez évoqué. Maintenant, je ne sais pas de façon concrète pour ce cas-là, parce que c'est vrai qu'au Burkina, peuple autochtone tels que les Pygmées, comme vous l'avez signifié, n'existent pas, mais il y a quand même, je vais dire, des populations qui sont quoi, originaires des localités, qui ont des sites pour les rites, qui ont des forêts sacrées, qui ont en tout cas des espaces, et comment je vais dire, que culturellement, traditionnellement, on ne doit pas toucher. Est-ce que, par exemple, cet aspect-là rentre dans ce type de screening, par exemple? Merci. Merci bien, Monsieur Tchombiano. Je crois que votre question est très pertinente. Et effectivement, écoutez, je vais le dire directement, hein, celui qui reçoit à la main qui est en bas. Voilà, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, au niveau international, il y a des exigences. Au niveau du Burkina Faso, il y a des exigences. Mais il faut comprendre aussi quelle est la préoccupation par rapport aux institutions internationales lorsqu'elles mettent en place ces exigences. Elles sont conscientes que ces exigences-là peuvent apporter une certaine sensibilité au niveau du pays parce que la question des peuples autochtones est souvent intimement liée à la question des droits à la terre. Parce que qui dit autochtone dit souvent dans l'inconscient des personnes qui se sont installées les tout premiers dans les pays. Voilà pourquoi dans nos différents pays, ce sont des questions qui ne sont pas abordées. Mais je suis aussi d'avis avec la compréhension au niveau international qui qualifie non seulement pas simplement des peuples autochtones, qui n'érangent pas simplement les peuples autochtones. Je l'ai dit, par exemple, le PNUD parle de groupes vulnérables, et je crois qu'il y a une appellation même qui est intégrée dans le cas des AMP ici. Mais on parle aussi des communautés subsahariennes d'Afrique qui sont défavorisées. Vous-même, vous l'avez dit, certaines caractéristiques montrent la nécessité d'avoir une approche totalement distincte pour pouvoir travailler avec certaines communautés. Je pourrais dire qu'en griffe, nous ne sommes pas au niveau, nous n'avons pas les mêmes valeurs au niveau social. Nous ne sommes pas au même niveau de développement. Donc, lorsque ces personnes nous voient, elles sont tellement contentes. Mais lorsqu'elles voient après les implications, je donne l'exemple des Pygmées. Aujourd'hui, les Pygmées, ils ont beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Si vous partez dans ce pays, vous verrez qu'ils n'ont rien à faire. Beaucoup boivent l'alcool. Et l'alcool, ce n'était pas comme ça. Ils n'avaient pas accès à l'alcool. Donc, on a déstructuré un peu les tissus au niveau social. Et ce sont des gens qui cultivaient. Maintenant, avec les projets de développement, voilà, on ne peut pas mener des actions sans la prise en compte. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques, des peuples autochtones. Mais ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit, on est dans le cadre des normes. La finalité importe plus que le concept même. On peut à chaque moment changer le nom de peuple autochtone. On peut mettre groupe défavorable ou on peut mettre même le mot groupe défavorable. Moi, souvent, je ne l'aime pas. Ils sont défavorables par rapport à qui? Il faut trouver un nom qui sied. S'ils sont dans une forêt, comme vous l'aviez dit, les communautés de base ou les communautés de telle forêt, mais dans les documents, les considérer dans les mêmes caractéristiques, où vous seriez amené à adopter le processus FPIC. Très souvent, le processus FPIC demande ce qu'on appelle le plan de mise en œuvre du FPIC. Parce que le FPIC même, a des exigences qui sont différentes, par exemple, par rapport à la mobilisation des parties prenantes. Comme je l'ai dit, on a vu les caractéristiques ici. Voilà, ça doit se faire sans coercition. Voilà, on doit être sûr qu'il n'y a pas d'intimidation. Mais qu'est-ce qu'on met dans tout ça? Quelle est l'approche participative qu'on met dans tout ça? Donc, ce sont des aspects qui sont importants. J'ai parlé également des facilitateurs. Dans le cas des FP, il faut prendre des facilitateurs, des personnes qui sont indépendantes. Parce qu'il n'y a pas de... pour empêcher le conflit d'intérêts.
parce que le projet ne peut pas dire que je vais apporter toutes les informations, qu'ils soient éclairés et qu'ils aient l'information et qu'ils acceptent. Parce que plus tard, s'il y a des conséquences, on pourrait dire que le projet n'était pas impartial. Voilà, lorsqu'on amène des personnes, et on peut aussi faire des enquêtes socio-économiques, et notamment sur le régime foncier, pour comprendre quelles sont les implications sur le régime foncier. Et avec tout cela, on va nourrir le document qui va nous permettre d'amorcer notre processus de participation et d'avoir le consentement libre, éclairé, donné préalablement et en connaissance de cause. Donc, pour répondre à ta question, euh, on a une diversité des peuples autochtones, même si les peuples autochtones ne s'appliquent pas dans le cadre du Burkina, les principes, les normes par rapport aux peuples autochtones peuvent s'appliquer à partir du moment où on identifie certains peuples comme ayant des caractéristiques totalement différentes et que on peut les mettre dans des situations de vulnérabilité si on ne prend pas en compte les normes par rapport aux peuples autochtones. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà ce que je pouvais dire. Et Christelle, est-ce que tu souhaiterais apporter quelque chose? Non, mais tout à fait, tu as bien répondu, Bougadar. C'est vrai qu'en fait, en phase de formulation des projets, il y avait déjà eu un diagnostic qui avait été fait pour voir si effectivement la norme 6, qui est la norme au niveau du PNUD pour les peuples autochtones, était, comment dire, se manifestait, était pertinente dans un pays ou pas, donc sur la base d'analyses qui avaient été faites. Donc, encore une fois, vis-à-vis du PNUD, c'est-à-dire que, comme l'a dit Bougadar, même si au niveau du gouvernement, il n'y a pas forcément une reconnaissance qui est faite, on peut avoir cette reconnaissance qui est faite au niveau du PNUD. Et dans ce cas-là, on a développé en phase de formulation déjà un document qui s'appelle IPPF, vous verrez en anglais, donc c'est en fait un cadre de planification pour les peuples autochtones. Et encore une fois, en fonction des contextes et des pays, il n'a pas forcément été appelé comme ça. Il a pu être appelé effectivement cadre de planification pour les groupes vulnérables ou autre type de terminologie qui était plus acceptable au niveau du gouvernement. Donc il y a déjà un document comme ça, encore une fois, pas pour tous les pays, mais là où il y avait eu déjà une identification au niveau de la formulation. Mais bon, dans tous les cas, c'est un diagnostic qui doit être fait, évidemment, maintenant, au niveau, une fois qu'on connaît les sites, parce que là, bon, voilà, on a plus de connaissances sur les communautés qui sont vraiment présentes et affectées. Je vois qu'Elisabeth aussi veut intervenir. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Christelle. C'est juste un complément que je voulais faire. Ce que nous devons comprendre, c'est peuple autochtone, c'est pas, il faut voir des groupes à caractère un peu plus spécifique en lien avec la mise en œuvre, les objectifs du projet. Donc, le même groupe peut être considéré comme autochtone dans un contexte comme dans un autre, ou le même groupe peut être considéré comme peuple autochtone dans un contexte et ne pas être considéré comme peuple autochtone. Ce que nous devons retenir, c'est dans le groupe des communautés locales qui vont bénéficier des activités du projet, nous devons voir, est-ce qu'il n'y a pas des groupes qui ont des spécificités qu'il faut prendre en compte pour que demain, ce projet-là, au lieu d'être bénéfique pour eux, devienne négatif pour eux. Et nous devons veiller à cela. Moi, je pense que c'est comme ça que nous allons percevoir la chose et c'est comme ça que nous allons la considérer. Par exemple, je donne un exemple. Au Bénin, les éleveurs partout, dans la mise en œuvre des projets, constituent un groupe qui sont souvent minoritaires et qui ont des spécificités de se déplacer dans leur culture que nous devons considérer dans la mise en œuvre des projets. Ça, c'est juste un exemple que je viens de donner. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Non, je crois que c'est important de donner des cas très spécifiques comme ça. Une autre personne aurait une contribution, une question? Okay.
Christelle, je pense que je vais te donner la parole s'il n'y a pas de questions. D'accord, bah merci. Je pense qu'on peut conclure du coup ce webinaire. On espère tous qu'il a été utile, hein, qu'il vous a un petit peu donné des outils, un peu voilà, d'informations qui vont vous permettre d'avancer par rapport à ces questions dans la mise en œuvre des projets. Et encore une fois, on est là, vraiment, on est disponible, hein, n'hésitez pas. Merci beaucoup à Bougadar qui a facilité cette session en français pour tous ces exemples très pertinents. Lama a dû partir là, mais bon, elle était là aussi connectée. Donc Lama, c'est notre point focal vraiment au niveau de la MP sur ces questions. Et donc, n'hésitez pas en cas de questions ou de soucis ou quoi que ce soit, on peut vous aider et on va faire tout notre possible. Et puis c'est vrai qu'au niveau du PNUD, on a quand même des ressources, hein, toute une équipe en interne qui s'occupe de ces questions et qui est là vraiment pour appuyer même au-delà, disons, de notre petite équipe AMP. Donc, encore merci à tous pour votre participation et puis très bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Merci, Bougadar. Merci bien. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée.